Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour à toutes et tous. Nous recevons aujourd'hui Mélanie Fabre pour son livre Hussardes noires, des enseignantes à l'avant-garde des luttes, de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre, publié cette année aux éditions Agone. Merci beaucoup Mélanie d'avoir accepté cet entretien à l'initiative de la Fondation Jean Jaurès, en coopération avec le Centre Henri Eckpers de l'UNSA Éducation. Alors Mélanie, vous êtes historienne de l'Université de Picardie-Jules Verne et vous travaillez sur l'histoire de l'éducation, des femmes et du genre, ainsi que sur l'histoire de la gauche à l'époque contemporaine. Vous avez été en 2017 lauréate du prix de la Fondation Jean Jaurès pour votre mémoire de recherche sur Dick May, une femme à l'avant-garde d'un nouveau siècle, 1859-1925, publié en 2019 aux presses universitaires de Rennes, et vous êtes également membre du conseil d'administration de la Société d'études jaurétiennes. Mélanie Fabre, votre livre sur les hussardes noires, c'est-à-dire sur les femmes qui, de l'affaire Dreyfus à la Grande Guerre, ont exercé leur métier d'enseignante, tout en ayant un engagement actif dans la société française, à part peut-être Pauline Guergomard, qui est connue dans l'histoire de l'éducation pour avoir eu un rôle important au niveau de l'école maternelle. Ces hussardes noires sont peu connues. Votre livre se centre donc sur certaines d'entre elles. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation et pour ces questions. J'ai découvert un certain nombre de femmes engagées sur les questions d'éducation à la Belle Époque, que j'ai donc étudié dans ce livre. Mais mon objectif, c'était de faire en sorte que le lecteur puisse en identifier quelques-unes au milieu de tous ces noms inconnus. Donc j'ai décidé de faire un prologue et un épilogue biographique qui vont donc au-delà des bornes chronologiques entre l'affaire Dreyfus et la Grande Guerre, où j'essaie de suivre dans leur trajectoire au moment de leur socialisation dans leur famille, puis après la guerre, 4 intellectuels qui sont donc, vous les avez cités, vous en avez cité une, Pauline Guergomard, qui est connue pour être la première femme qui occupe un poste d'inspectrice générale, puisqu'elle est inspectrice générale des écoles maternelles. C'est un peu la doyenne de ces intellectuels, elle a une 60aine d'années en 1900. Et puis j'en ai étudié 3 autres, 2 d'entre elles qui sont des professeurs d'école normale, c'est-à-dire qu'elles travaillent dans ces institutions qui ont pour mission de former les institutrices laïques. Elles se sont rencontrées à l'école normale supérieure de Fontenay-aux-Roses, qui est une école normale supérieure, donc centralisée à Paris, qui forme ce personnel des écoles normales, donc personnel laïque qui est formé donc pour défendre aussi les idées républicaines. Ces 2 femmes sont Marie Baertschi et Albertine Heidenschenk, donc toutes les 2 professeurs et directrices pour Albertine Heidenschenk d'école normale. Et puis la 4e, c'est Jeanne d'Espard-Meruelo, qui est une directrice de lycée de jeunes filles, donc qui est une institution toute neuve sous la Troisième République. Elle est la directrice du premier lycée de jeunes filles qui est fondé à Montpellier en 1881. Et pourquoi est-ce qu'on est allé la chercher elle ? Eh bien tout simplement parce que le personnel de ces lycées de jeunes filles n'est pas encore formé, puisque la loi qui les crée date de 1880. Le premier lycée est créé en 1881 et on n'a pas encore les premières promotions d'agrégés EES. Donc on va chercher cette pionnière qui a obtenu un baccalauréat et une licence S-Sciences, qui sont jusqu'alors des diplômes quasiment exclusivement présentés par les hommes. Et donc avec cette Pauline Guergomard, ces 2 directrices et professeurs d'école normale, Marie Baertschi et Albertine Heidenschenk, et avec Jeanne d'Espard-Meruelo, ce qu'on voit finalement, c'est des femmes qui ont bénéficié d'opportunités de carrière grâce aux lois scolaires qui ont été votées par les Républicains dans les années 1880 et qui vont devenir des figures publiques du combat autour de cette école laïque au tournant du 19e et du 20e siècle. Merci beaucoup. Et du coup, un des événements essentiels, majeurs, qui marquent leur engagement au-delà un engagement dans l'enseignement, qui est déjà quelque chose d'important, c'est l'affaire Dreyfus. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Alors, effectivement, l'affaire Dreyfus arrive une petite vingtaine d'années après leur entrée en fonction dans l'école laïque, puisque elle commence à enseigner pour la plupart autour des années 1880. L'affaire Dreyfus, pour elle, c'est l'épreuve d'une désillusion. Une désillusion, pourquoi ? Parce que elle croyait
aux promesses de l'école laïque, qui étaient des promesses de créer une société qui soit tolérante, qui soit en phase avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui soit une société où l'esprit critique, le libre examen serait développé. Et elle voit, au moment de l'affaire Dreyfus, une grande vague d'antisémitisme, une menace pour la République aussi. Ce sont des hussards de noir, donc elles défendent les idées républicaines et elles assistent à une tentative de coup d'État par Déroulède au début de l'année 1899, à une flambée d'antisémitisme, d'antiprotestantisme dans beaucoup de journaux. Et puis il y a toute cette question aussi des dérives de la République, d'une partie du corps politique dans le complot, enfin en tout cas l'erreur judiciaire qui devient un complot autour du capitaine Dreyfus. Donc c'est toute la pérennité finalement de ce régime et la responsabilité de l'école dans cette dérive globale qu'elle met en avant, considérant que finalement c'est une faillite de l'instruction que d'arriver à cet état de choses et à cette population aussi peu encline à défendre les valeurs qui devraient être celles de l'école laïque. Et du coup, elles prennent parti pour la justice, pour Dreyfus, mais plus exactement, comment est-ce qu'elles s'engagent? Quelles sont leurs actions? Elles vont commencer à s'exprimer, je crois, dans certains journaux, mais est-ce qu'elles vont avoir d'autres actions d'engagement pour défendre Dreyfus? Alors, le livre dont on est en train de parler aujourd'hui est le résultat d'une thèse qui avait un titre différent. Et le titre de cette thèse, c'était La craie, la plume et la tribune, qui étaient, selon moi, un petit peu les trois modalités d'engagement de ces intellectuels. Alors, la craie, pourquoi? Parce qu'elles sont toutes des enseignantes et elles discutent des questions de l'actualité brûlante en classe, ce qui leur cause d'ailleurs un certain nombre de problèmes avec leur administration. Donc, un de leurs engagements, c'est de développer l'esprit critique de leurs élèves et de développer une forme de politisation chez eux. Après la craie, il y a la plume, il y a évidemment tout ce qu'elles peuvent publier dans la presse. Alors, on est à une époque, en plus, au tournant du 19e et du 20e, où il y a de plus en plus de rubriques féminines qui se créent dans les journaux, si ce n'est de journaux complètement féministes. C'est le cas de La Fronde, qui est un journal quotidien féministe et Dreyfusard fondé en 1897, dont j'ai d'ailleurs repris l'affiche de lancement pour la première de couverture de cet ouvrage. Et puis il y a évidemment toutes les pétitions. Il y a beaucoup de pétitions qui sont publiées par des intellectuels où les femmes sont relativement peu présentes, mais on voit par exemple Marie Baertschi dont je parlais co-signé une lettre ouverte à Émile Zola le 17 janvier 1898, c'est-à-dire 4 jours après la publication de J'accuse dans le même journal qui est l'Aurore. Et puis le troisième élément de cet engagement, c'est la tribune. La tribune, pourquoi? Parce que l'affaire Dreyfus, c'est aussi un moment de développement des initiatives d'éducation populaire. Donc ça peut être le cas des UP, donc les universités populaires, qui sont des sortes de séries de conférences à destination d'un grand public et en particulier d'un public ouvrier, où il y a quand même une majorité d'hommes qui prennent la parole. Les oratrices, le terme même au féminin est très peu présent à cette époque-là, où les oratrices sont très rares, mais quelques-unes d'entre elles y prennent la parole. C'est le cas de Marie Baertschi, qui est surnommée par le Dreyfusard Daniel Halévy la muse des universités populaires, qui a un très grand charisme et qui a un succès fou comme conférencière. Je pense que c'est lié entre autres au fait qu'elle a toujours enseigné dans des écoles normales, donc à destination de femmes qui se destinaient, de jeunes filles plutôt, qui se destinaient à être institutrices, qui venaient de milieux assez populaires, qui n'étaient pas forcément très cultivés. Et donc elle a une capacité à se mettre au niveau de son public qui est relativement rare. C'est-à-dire qu'à côté de ça, il y a quelques stars de l'université qui viennent enseigner dans ces universités populaires, mais qui ont beaucoup de mal à réussir à vulgariser le propos. Et puis le deuxième élément qui explique ce succès, qui est celui de Marie Baertschi, mais qui est aussi celui de Jeanne d'Esparmeruelo comme présidente de l'Université populaire lyonnaise. C'est la seule femme qui soit à la tête d'une UP à cette époque-là. C'est que ce sont des femmes. Alors ça peut paraître bizarre parce que ça peut être un handicap. On n'a pas l'habitude de voir les femmes prendre la parole, mais en même temps, ça peut être aussi une sorte d'atout, notamment parce que le public sait que les femmes ne viennent pas pour chercher des électeurs et qu'elles sont un petit peu
peu désintéressés d'un point de vue politique. Donc on a tendance à avoir plus confiance dans leurs paroles que dans la parole de certains hommes. Donc voilà, un répertoire d'actions assez large qui passe aussi peut-être, pour conclure sur cette question, par les patronages laïques, le développement des patronages. Puisque au moment des années des lois des années 1880, l'Église connaît quand même un recul face au fait que donc l'école publique se laïcise, se sécularise, et la revanche de l'Église dans une certaine mesure passe par le développement des patronages, c'est-à-dire d'associations qui prennent en charge les enfants en dehors du temps scolaire, notamment les jeudis où il n'y a pas école ou les soirs après l'école. Et donc les républicains vont essayer de contre-attaquer, si je peux parler ainsi, en créant des patronages laïques pour les garçons comme pour les filles. Et l'affaire Dreyfus, c'est notamment sous la houlette du comité des dames de la Ligue de l'enseignement, l'occasion pour beaucoup de ces hussards de noir de créer des patronages laïques à destination des jeunes filles. C'est ce que fait par exemple Albertine Heidenschenk quand elle est directrice de l'école normale de Chambéry, où elle crée la solidarité à destination des jeunes filles à Chambéry. Et du coup, on peut se demander comment vous avez réussi à constituer en fait ce livre, cette recherche, parce qu'on sait que souvent l'histoire des femmes laisse peu de traces. Et donc, j'aimerais vous interroger sur la méthode. Quelles sont vos sources? Comment est-ce qu'on peut retracer comme ça les parcours de ces hussardes noires? Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai étudié la presse du tournant du 19e et du 20e siècle. Donc, comme les questions d'éducation m'intéressaient, j'ai étudié notamment des revues pédagogiques, des revues corporatistes qui sont proches des amicales, voire des syndicats d'instituteurs et d'institutrices. J'ai aussi étudié quelques revues un peu plus politiques, comme les Annales de la jeunesse laïque, comme le Bulletin de la Ligue de l'enseignement. Et puis, j'ai étudié aussi des revues féministes, puisque ça se développe beaucoup à cette époque-là. Et j'ai essayé de chercher les noms de femmes qui sont assez rares, donc finalement on en fait assez vite une petite liste. Et j'ai constaté qu'il y avait quelques noms féminins qui apparaissaient dans plusieurs journaux sur des enjeux assez différents, hein, pas toujours sur la même question. Et quand j'ai réussi à condenser un petit peu cette dizaine de noms qui apparaissaient de manière fréquente, je me suis rendu compte que beaucoup de ces noms étaient ceux de fonctionnaires de l'instruction publique, ce qui est très pratique parce que ça veut dire qu'on peut retrouver des dossiers de carrière. Donc là, en l'occurrence, ces dossiers de carrière étaient aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine, et donc on trouve à l'intérieur ce que l'administration a mis dedans. Donc on a la date de naissance, la date de mort, le statut matrimonial, le niveau de diplôme, les mutations, etc. Et puis on a, et ça c'est très pratique, la correspondance entretenue avec l'administration. Et donc quand ces femmes sortent un peu du rang, prennent la parole en dehors de l'école, eh bien il arrive que l'administration fasse le travail de l'historien à sa place. Donc par exemple on trouve des articles de journaux qui sont découpés lorsqu'il est question de ces personnes-là dans telle ou telle manifestation, puisque l'administration se préoccupe de la réputation de ces femmes, et donc on trouve beaucoup de choses sur ces personnes. Et puis le dernier type de source que j'ai mobilisé, ce sont des archives privées, donc notamment la correspondance qui a pu être entretenue entre Marie Baertschi et Ferdinand Buisson par exemple, ou il y a un fonds Eugène Manuel, qui est un inspecteur général de l'instruction publique à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, et on trouve beaucoup de femmes qui lui écrivent. Et puis il y a quelques femmes, alors là c'est quand même plus rare, comme Mathilde Salomon, qui était la directrice du collège Sévigné, qui a laissé derrière elle un journal, plus ou moins un journal intime, mais c'est beaucoup moins formalisé que cela. Ce sont souvent des notes que ses descendantes ont accepté de me confier. Donc voilà, j'ai essayé de chercher un petit peu à faire mon miel de ces différents types de sources. Vous avez parfaitement réussi, et c'est un des aspects passionnants de votre livre, justement la combinaison des différentes ressources pour tracer ces itinéraires de ces femmes. Alors justement sur un aspect qu'elles défendent dans l'éducation, elles ont un certain nombre de principes qu'elles mettent en évidence, et dans votre livre vous montrez que un de ces principes importants, c'est la laïcité. Alors effectivement, vous l'avez dit, les lois scolaires vont installer l'éducation gratuite, laïque, obligatoire, et la laïcité va devenir essentielle. Et on a quelque chose de très important pour ces femmes, à savoir que l'éducation passe par la laïcité, voire même la laïcité doit être très présente dans la société. Est-ce que vous pourrez revenir sur cet aspect, parce que il me semble que c'est un aspect important de votre livre, et un aspect relativement nouveau aussi,
de l'historiographie parce que on n'avait pas forcément fait de lien entre les femmes et la laïcité, justement, et les femmes enseignantes encore moins. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que l'historiographie a plutôt insisté sur le rôle des hommes dans la laïcisation de ces institutions, voire dans la sécularisation de la société française. Et c'est un aspect assez indéniable. Par exemple, quand on prend les mobilisations féminines de masse au tournant du 19e et du 20e, on voit quand même beaucoup de femmes catholiques qui sont donc pas du tout en phase avec la laïcité. C'est ce qu'a montré, par exemple, Magali Della Souda en travaillant sur la Ligue patriotique des Françaises. Et on a un peu moins vu, je pense, l'engagement d'un corps enseignant féminin du côté de la laïcité. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les intellectuels les enseignantes et intellectuels sur lesquels j'ai travaillé doivent beaucoup à l'école laïque. Même, je veux dire, d'un point de vue d'ascension sociale, si elles en sont arrivées au poste qu'elles ont eu, c'est parce qu'elles ont eu des opportunités de formation et des opportunités de carrière qui se sont ouvertes avec les lois scolaires. Deuxièmement, il faut dire que elles ne comprennent pas la laïcité uniquement comme le retrait des questions religieuses de l'école. C'est-à-dire que pour elles, la laïcité va beaucoup plus loin. C'est pas simplement un contenu, on va dire, négatif qui consiste simplement à retirer des éléments de l'ancienne école. C'est un contenu beaucoup plus positif d'émancipation notamment par rapport aux dogmes religieux, de développement du libre examen. Mais s'il y a une émancipation d'un point de vue religieux, ça peut aussi aller dans leur tête jusqu'à une émancipation d'un point de vue social, une émancipation d'un point de vue aussi des relations entre les sexes. Si on veut une école qui soit tolérante et qui soit ouverte à tous, juifs, catholiques, protestants, libres penseurs, si on fait tomber ces barrières religieuses, alors ça pose la question de la légitimité des barrières sociales et des barrières aussi entre hommes et femmes. Et donc ça amène évidemment à une réflexion sur l'éducation des filles et donc sur le féminisme. Et c'est là qu'il y a un lien qui se crée. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les féministes, même celles qui sont en dehors de l'enseignement, sont très intéressés à la fin du 19e siècle par les questions éducatives. Si bien que lors du congrès, il y a 2 congrès féministes lors de l'exposition universelle de 1900 et les congressistes sont rappelés à l'ordre par une femme qui dit attention, nous sommes bien dans un congrès féministe et non pas dans un congrès pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'au moment de ces congrès féministes, on discute de la coéducation à l'école, donc la mixité garçon-fille, on discute de l'accès pour les filles aux carrières au métier donc qui nécessite d'aller à l'université, etc., etc. Donc il y a effectivement une combinaison entre les enjeux autour de l'école, particulièrement l'école laïque, et la question de l'émancipation féminine. Et vous montrez que c'est pas sans conséquence sur leur carrière et l'exercice de leur métier. Il y a un moment, Albertine Edenchek est mutée en Bretagne, et vous racontez dans votre livre que sa façon d'être laïque peut lui poser un certain nombre de problèmes, y compris avec l'administration. Oui, exactement. Alors, Albertine Heidenschenk est donc directrice d'école normale. Elle était à Chambéry avant 1903 et elle est effectivement mutée à Saint-Brieuc, donc dans la très catholique Bretagne. C'est rigolo parce qu'elle vient quand même de Savoie, mais malgré tout, la Bretagne lui paraît très catholique. Et elle a assez vite des problèmes avec son inspecteur d'académie. Pourquoi ? Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est que elle contribue à une sorte de quête du journal libre penseur La Raison, et donc son nom apparaît dans ce journal à côté d'une caricature très anticléricale qui est propre à ce journal libre penseur, et donc on lui reproche d'avoir mis son nom dans cette revue. Ce à quoi elle répond, ça remonte quand même jusqu'au ministre, qui dit que il serait quand même bien bon de lui mettre une sanction, mais qu'en même temps, on est en 1903, on est pendant la période combiste, faudrait pas que les journaux socialistes ou libre-penseurs commencent à dire on est en train de sacrifier une directrice qui a un modèle de laïcité. Donc finalement, il va pas jusque-là, mais il envoie quand même un inspecteur général pour voir ce qui se passe. Le deuxième élément qui est problématique dans l'attitude d'Albertine Heidenschenk aux yeux de cet inspecteur d'académie, Monsieur Mouet, c'est que il y a 88 élèves normaliennes dans cette école normale, donc jeunes filles entre 16 et 20 ans qui se forment à être institutrices, et dès 88, il n'y en a qu'une vingtaine qui va chaque dimanche à la messe. Et ça pose problème à l'inspecteur d'académie qui dit sous l'ancienne directrice, tout le monde allait à la messe, comment se fait-il que ces jeunes filles
plus. Est-ce que c'est pas Albertine Heidenschenk qui les en dissuade? Alors Albertine Heidenschenk, recevant cette plainte de l'inspectorat d'académie, demande aux jeunes filles d'écrire une petite lettre à destination de leurs parents, où les parents doivent décider soit d'envoyer leurs filles à la messe. Je précise que dans les écoles normales, elles sont internes, hein, donc c'est la raison pour laquelle le problème se pose, soit de leur interdire d'aller à la messe, soit de leur laisser le choix. Et des 88 lettres rédigées, 76 parents disent qu'ils laissent le choix à leur fille. Il y en a une qui n'a pas de parents, qui est orpheline, et donc Albertine Heidenschenk lui donne le droit toute seule de décider. L'inspecteur d'académie est très en colère en disant « mais en fait, on n'aurait pas dû laisser cette option ». Laisser la jeune fille choisir. C'est aux parents de décider si leur fille doit continuer d'être éduquée dans la foi catholique ou pas. Et là, on voit vraiment une divergence fondamentale entre la conception de la laïcité par Albertine Heidenschenk, qui dit ces jeunes filles vont être des institutrices, elles sont libres de faire les choix religieux qu'elles veulent, il n'y a aucune pression qui est exercée sur elles, et c'est à elles de décider et non pas à leurs parents. Et finalement, l'inspecteur général qui vient enquêter tranche sans aucune ambiguïté en faveur d'Albertine Heidenschenk en disant qu'il va l'observer dans ses cours, dans les cours de morale, qu'il voit l'ambiance, l'atmosphère qui règne dans cette école normale et qu'il ne voit aucune atteinte à la foi de ces futures institutrices qui sont tout à fait respectées dans leurs droits religieux. Et du coup, ça montre aussi, à travers ce que vous racontez, la conception qu'ont ces enseignantes de l'éducation à cette époque, en sachant que la Troisième République a certes installé l'éducation laïque obligatoire, mais il y a quand même un système inégalitaire, que elles associent l'éducation à l'émancipation, comme vous le dites, et du coup, je serais tenté de vous poser la question assez simplement. Quelle est leur vision de l'éducation et quelle est leur vision d'une école idéale? Est-ce qu'elles ont réfléchi à des améliorations de ce système? Alors oui, elles y ont réfléchi et c'est ce dont elles témoignent à longueur d'article. Il y a plusieurs éléments dans leur école idéale. Le premier, le terme est assez peu fréquent à cette époque-là, mais c'est l'idée d'école unique. Pourquoi école unique? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et on l'oublie parfois quand on parle de l'école de Jules Ferry, c'est que elle a fait beaucoup en termes de laïcité, mais alors très peu en termes, on va dire, de progrès social, puisqu'il y a d'un côté l'ordre primaire. Alors l'ordre primaire est gratuit, il est à destination des classes populaires et des classes moyennes, mais contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas simplement la première étape d'une scolarité, qui serait suivie par une autre étape que serait le secondaire. L'ordre primaire, on peut y entrer à l'école maternelle, donc à l'âge de 3 ans, puis ensuite entrer à l'école élémentaire à l'âge de 6 ans, jusqu'à la fin de la période de la scolarité obligatoire, à 13 ans. Et puis, si on fait partie du quart des élèves qui réussissent à obtenir le certificat d'études primaires et qu'on est assez bon scolairement, on peut entrer dans une poursuite d'études non obligatoires, mais qui reste gratuite pour les enfants de 13 à 16 ans à peu près, qui est l'école primaire supérieure, où on peut préparer notamment le brevet élémentaire. Et avec le brevet élémentaire en poche, on peut passer le concours de l'école normale, pour les garçons comme pour les filles, qui permet de se former à être instituteur, institutrice. Et on en sort vers 17, 18, 19, 20 ans. Donc toute cette durée-là, de l'âge de 3 à une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle l'enseignement primaire. C'est un enseignement qui est dépourvu de latin, de grec et de philosophie, parce que les classes populaires et moyennes n'en ont pas besoin, aux yeux en tout cas du législateur. Et puis à côté, il y a l'enseignement secondaire qui commence lui aussi à 3 ans. Il y a les classes enfantines, les petites classes des lycées. Et puis ensuite, il y a l'enseignement élémentaire avec la 9e, la 8e, la 7e. Et puis ensuite, ce qu'on connaît plus de nos jours, la 6e, 5e, 4e, 3e, seconde. Et puis ce qu'on n'appelait pas encore à cette époque-là la terminale, mais qui permet de passer le baccalauréat avec des langues anciennes, avec de la philosophie. Et c'est seulement par ce parcours-là qu'on peut entrer dans les facultés et ensuite espérer, par exemple, devenir avocat, médecin, ce qui n'est pas le cas des personnes qui sont scolarisés dans le primaire, à l'exception de ceux que Ferdinand Buisson appelle les exceptions consolantes, c'est-à-dire les enfants comme Jaurès, comme Pagnol, comme Péguy, qui sont très brillants et qui obtiennent une bourse, c'est-à-dire qu'ils peuvent entrer dans le lycée et que c'est l'État qui finance leur scolarité. Exception qui console à la fois les classes populaires parce que c'est une manière de se dire bon, quelques éléments brillants vont pouvoir faire carrière, qui console aussi la bourgeoisie républicaine en se disant c'est pas si injuste comme système. Mais cette école unique est un des éléments de cette école idéale, et puis ça va avec la mixité garçon-fille, avec le projet d'une école pacifiste, avec un renouvellement des méthodes pédagogiques. Enfin, c'est vraiment une réflexion très globale sur l'école que mènent ces hussards de noir. Et du coup, peut-être une question en complément. Est-ce que la vision de la pédagogie
qu'ont ces femmes est différente de la pédagogie vue par des enseignants hommes. Est-ce qu'il y a des particularités? Parce que j'évoquais au tout début Pauline Kergomar, qui est associée à l'école maternelle. Aujourd'hui encore, on associe parfois l'école maternelle à des enseignantes et donc des femmes. Est-ce que il y a de leur côté une pédagogie, une vision de l'éducation différente de celle des hommes? Alors oui, il y a beaucoup de points communs avec certains hommes, mais il y a aussi, me semble-t-il, quelques spécificités. Vous parliez de la question de l'école maternelle. En fait, avant on parlait de salle d'asile, et c'est Pauline Kergomar qui demande qu'on les renomme école maternelle, et le terme même maternelle, c'est en référence à la mère. Et il y a chez beaucoup de ces enseignantes l'idée que la question de la petite enfance est spécifique aux femmes. Et donc il y a vraiment, pour le coup, une particularité dans leur réflexion sur la petite enfance qu'on voit notamment à travers une association qui se développe à cette époque-là, qui est la Société pour l'étude psychologique de l'enfant, où on veut réfléchir à l'adaptation des méthodes pédagogiques pour les tout-petits. Et puis il y a d'autres idéaux qui sont vraiment portés particulièrement par les femmes. C'est le cas du pacifisme, notamment l'idée de revoir les programmes d'histoire. Elles ont souvent une vision beaucoup plus négative de Napoléon que les nationalistes à la même époque. La volonté d'arrêter de faire d'héroïser les chefs guerriers du 19e siècle. Il y a aussi une réflexion sur les langues vivantes, parce que comme les femmes dans leur cursus à l'école normale comme au lycée sont privées de latin, de grec, elles font beaucoup plus de langues vivantes que les hommes à la même époque, et elles considèrent par exemple que ces langues vivantes peuvent être un atout dans le pacifisme. À partir du moment où on est capable de parler la langue d'autrui, des nations autour de nous, on peut beaucoup plus tisser des liens, faire du commerce et donc lutter en faveur de la paix. Et puis peut-être le dernier point où elles ont une spécificité, c'est quand même dans leur féminisme et dans leur volonté d'éliminer des programmes tous les aspects qui pourraient être un peu anti-féministes ou misogynes. Je vous ai repris une citation de Pauline Kergomar en 1899. Elle tire une phrase d'une revue pédagogique donc à destination des enseignants. Je vous lis cette phrase, je cite: "Nous avons demandé à l'homme la franchise, le courage, la justice. Tout autre sont les vertus que nous souhaitons trouver chez la femme. La vérité est que, par sa nature même, elle est peu portée à pratiquer ses vertus." Quand Pauline Kergomar lit ça, ça la met hors d'elle, et elle dit qu'évidemment il faut arrêter avec tous ces préjugés, qu'il faut aussi les retirer des dictées qui sont données aux enfants, parce que il y a plein de traces dans les manuels scolaires de cette époque, dans les contenus pédagogiques de ces préjugés antiféministes contre lesquels elle veut lutter. Donc voilà un ensemble de spécificités qu'on peut trouver chez ces enseignantes. Et du coup, vous parlez de laïcité, vous parlez d'émancipation, d'éducation. On est obligé de penser à Jaurès, qui à la même époque travaille beaucoup sur ces questions-là. Est-ce que ces femmes ont aussi un regard plus politique? Est-ce qu'elles côtoient des gens comme Jaurès? Est-ce qu'elles côtoient des socialistes? Quelles sont les caractéristiques de leur engagement politique, si elles en ont un? Alors, certaines des enseignantes sur lesquelles j'ai travaillé sont effectivement proches du socialisme. C'est le cas de Marguerite Baudin, qui est une institutrice qui évolue d'ailleurs d'abord dans le milieu amicaliste, donc dans les associations amicales d'enseignants qui deviennent ensuite des syndicats. Elle fait partie des syndicalistes. Elle porte lors de ses congrès un vœu pour une éducation pacifiste, puis ensuite un vœu pour la coéducation des sexes. Je travaille actuellement sur Madeleine Vernet, qui, elle, est plutôt du côté libertaire, anarchiste, mais qui va devenir ensuite militante SFIO autour de la Grande Guerre. Donc, il y en a certaines qui assument d'être socialistes et qui sont vraiment à la gauche du champ politique. Les 4 intellectuels sur lesquels j'ai travaillé particulièrement sont moins clairement du côté socialiste de la force, disons. Alors, Jeanne d'Espar-Meruelo, à Lyon, se revendique du socialisme. Mais en vérité, c'est plutôt le radical socialisme, version Édouard Herriot, mais elle est en même temps proche de Francis de Pressensé de la Ligue des droits de l'homme. Donc, il y a quand même des éléments de socialisme. Par exemple, à l'Université populaire lyonnaise, elle fait une conférence sur Jaurès dans l'affaire Dreyfus. Donc, elle est quand même très admirative de la personne de Jaurès, mais sans doute plus le Jaurès dreyfusard et militant de la laïcité que le Jaurès lutte des classes, on va dire. Mais en même temps, elle fait venir à son université populaire à Lyon un conférencier qui vient parler de Jaurès socialiste. Donc il y a quand même une ouverture sur cette question-là.
Marie Baertschi, elle, j'ai du mal à savoir si elle est socialiste. Elle ne s'en revendique pas, mais en même temps, on la retrouve dans une université populaire où un soir, on chante l'Internationale. Donc, elle est quand même au milieu des ouvriers qui chantent l'Internationale. Elle est, après la Première Guerre mondiale, elle s'investit dans la formation des futures assistantes sociales. Donc, elle a quand même une fibre sociale extrêmement développée. Albertine Heidenschenk, donc celle qui est directrice d'école normale, qui devient vraiment une voix des enseignantes à cette époque-là, écrit en 1906 à propos de la transformation des amicales en syndicats, donc de la gauchisation, si je peux dire ça, du corps enseignant. Elle écrit, je cite, « Si les instituteurs se sont épris de socialisme, c'est qu'ils sont allés de tout leur cœur au peuple, qu'ils ont vu de près ses misères et intimement communié avec lui dans l'espérance d'un avenir plus juste. » Donc il n'y a pas dans sa bouche de condamnation ferme du socialisme, mais en même temps, elle-même ne s'en revendique pas. Elle est un peu dans un entre-deux. Son mari, Laurent Heidenschenk, quand elle est directrice d'école normale à Saint-Brieuc, se présente aux élections municipales sur la liste socialiste. Donc, elles évoluent quand même dans ces réseaux-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on ouvre le dossier de carrière de Laurent Heidenschenk, il y a très peu de choses. L'administration a pas grand-chose à redire sur le fait qu'il soit candidat au municipal sur la liste socialiste. Par contre, le fait que les élèves d'Albertine Heidenschenk n'aillent plus à la messe, alors ça, c'est très problématique. Donc, on voit vraiment un deux poids, deux mesures. Puis la dernière personne que j'étudie dans ce livre et qui a des liens avec les socialismes, c'est assez inattendu, c'est Mathilde Salomon, la directrice du collège Sévigné, qui a priori dans ce qu'elle écrit, on le voit, est quand même assez loin d'une véritable pensée assez subversive, mais en même temps, dans son journal, je crois que c'est en 1898, elle écrit « Jaurès a raison ». C'est une question économique. Alors le problème, c'est que dans ce journal, elle écrit vraiment quelques phrases, donc c'est pas vraiment une pensée très développée, mais ça veut dire qu'elle est déjà assez admiratrice du Jaurès Dreyfusard, ça fait aucun doute, mais que ça finit par l'entraîner sur les chemins quand même de la remise en cause de l'ordre social tel qu'il existe. C'est quelqu'un comme les autres d'ailleurs intellectuels de cette thèse qui investit dans le milieu de la philanthropie, mais qui finit par se rendre compte que la philanthropie ne suffit pas et qu'il y a quand même une question beaucoup plus profonde. Et puis, il faut dire que son établissement scolaire, qui est un établissement libre et laïque, donc privé mais laïque, ce qui est un peu l'arbre qui cache la forêt des établissements privés catholiques à cette époque, va être celui que choisit Jaurès pour sa fille Madeleine. La fille de Jaurès, Madeleine, est scolarisée au collège Sévigné. Il aurait pu la mettre dans un lycée public, mais il a choisi cet établissement privé laïque, qui est un petit peu le repère des Dreyfusards, puisque la fille, par exemple, de Paul Dupuis, donc qui est actif à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm à cette époque-là, qui est aussi un grand Dreyfusard, Thérèse Morette-Dupuis, sera aussi scolarisée dans cet établissement-là. Et vous montrez effectivement qu'elles ont un engagement qui dépasse l'engagement républicain, qui va au-delà, qui s'intéresse effectivement à la question sociale. Alors justement, est-ce qu'elles vont jusqu'à militer pour le droit de vote pour les femmes, par exemple, puisque c'est une revendication qui naît aussi à ce moment-là et qui influence le mouvement féministe de la première vague, tel qu'on l'appelle communément. Alors oui, au début, je dirais non au début de la période, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle ou début du 20e, j'ai vu très peu de plaidoyers suffragistes sous leur plume. Mais il y a quelque chose qui va les faire basculer du côté du suffragisme, c'est la campagne en faveur de l'égalité des traitements. C'est-à-dire que les institutrices et les instituteurs à cette époque-là doivent avoir les mêmes diplômes, font la même durée d'études dans les écoles normales, mais ne sont pas sur les mêmes grilles de salaire. Et d'ailleurs, Jaurès en 1896 au Parlement avait déjà lutté pour rehausser le salaire des institutrices laïques, puis finit en 1913 par demander l'égalité des salaires. Bref, ces institutrices, mais également les professeurs d'école normale, professeurs de lycée, etc., ça vaut pour tous les grades, se mobilisent pendant la Belle Époque pour obtenir l'égalité des salaires, qui leur semble être la moindre des choses en République. Et Albertine Heidenschenk est l'une de ces fers de lance, comme Jeanne d'Esparmer-Roello d'ailleurs, et Albertine Heidenschenk a plusieurs entretiens avec des ministres de l'instruction publique pour porter ces revendications. Et
ces militantes se rendent compte qu'elles font chou blanc d'année en année. C'est-à-dire qu'il y a des promesses de la part de différents députés qui portent ces revendications, mais jamais elles n'obtiennent gain de cause. Et elles finissent par se dire que c'est peut-être parce qu'elles n'ont pas le droit de vote. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas sanctionner dans les urnes ces députés, qu'elles ne peuvent pas non plus porter directement cette parole à l'Assemblée, à la Chambre des députés, puisqu'elles ne sont pas éligibles. Et elles en viennent finalement à réclamer le droit de vote. Droit de vote qu'elles ont dans d'autres instances. Par exemple, il y a des élections professionnelles qui permettent d'élire des représentants au Conseil supérieur de l'instruction publique, qui est un organe consultatif du ministère. Alors, il y a certains membres qui sont nommés. C'est le cas de Mathilde Salomon qui va être nommée. Mais il y a d'autres membres qui sont élus. Et la première femme élue, c'est Pauline Kergomar, en 1886, je crois, qui va militer ensuite pour que son siège reste à une femme. Et donc, il y a déjà une expérience, dans une certaine mesure, de campagne électorale, en tout cas dans les élections professionnelles, de discipline électorale aussi. Le principe, c'est que la femme la moins bien placée au moment de ces élections, lors du deuxième tour de scrutin, appelle à voter pour la mieux placée, pour assurer le fait qu'il y ait une femme dans cet organe électoral. Donc, sans doute, le jeu de ces élections professionnelles, donc qui va par exemple bénéficier à Albertine Heidenschenk, qui sera longtemps élue et représentante des enseignantes, l'échec aussi de la campagne pour l'égalité des traitements, qui finit par n'aboutir qu'en 1919, les pousse dans un féminisme plus radical d'un point de vue politique et les pousse à revendiquer le suffrage féminin. Et c'est ce que vous montrez dans votre livre. On a un écosystème où on trouve des revendications républicaines, laïques, féministes et aussi syndicalistes qui commencent à naître. Et il y a quelque chose d'important dans ce syndicalisme enseignant, c'est que comme il y a beaucoup de femmes, effectivement, on a une revendication qui est d'égalité salariale et qui se construit à cette époque-là. Il y a un autre élément sur lequel termine votre livre, c'est la question de la guerre et de la paix et du pacifisme, que ce soit avant 1914 ou après 1914. On a souvent associé les femmes à la paix parce qu'elles sont mères, parce qu'elles sont éducatrices aussi. Quelle est leur vision de la paix, du pacifisme, et aussi comment est-ce qu'elle vit cet épisode de la Grande Guerre? Alors, c'était une des questions que je me suis posée puisque je savais que je voulais arrêter mon travail en 1914 et j'étais extrêmement frustrée de ne pas pouvoir parler de ce qui se passait pendant et après la guerre. C'est pour ça que j'ai rajouté un épilogue qui suit la trajectoire au moins de ces 4 femmes donc après la déclaration de guerre. Alors, elles ont des attitudes très différentes. On voit que autant elles étaient assez homogènes sur plein de questions avant la guerre, autant ça explose au moment de la guerre. Si on prend le cas de Pauline Kergomar, elle entre complètement dans la culture de guerre et elle dit que elle a eu la tristesse à 70 ans de découvrir ce que c'est que la haine. Donc la haine, en l'occurrence, envers les Allemands, qu'elle n'avait pas connue, y compris en 1870, où elle avait 25-30 ans. Elle n'avait pas connu ça au moment de la guerre franco-prussienne. Et puis on ne sait pas après tellement ce qui se passe pour elle parce que elle prend sa retraite en 1917 où elle est déjà très âgée et ensuite elle sombre comme elle l'avait malheureusement un peu prévu dans la faiblesse et même dans la démence, puisqu'elle avait dit tant que je travaille, je serai en forme et j'arrêterai de travailler quand je ne serai plus en forme et ce sera pour moi la mort à venir. En ce qui concerne Jeanne d'Espars-Meruelo, j'ai très peu de choses, j'ai très peu de sources sur la Grande Guerre, donc je suis pas tellement en mesure de savoir ce qui se passe pour elle. Par contre, en ce qui concerne Marie Baertschi, alors là c'est très intéressant, ça fait partie sans doute de mes plus grandes claques, on va dire, pendant mon travail de thèse. Je découvre qu'elle se convertit au catholicisme au début de la Première Guerre mondiale, alors qu'elle avait été mise en difficulté par l'administration en raison d'une trop grande liberté de ton, justement, et qu'elle s'était faite un petit peu la garante des questions de laïcité au début du XXe. Elle est mariée avec un protestant, enfin bon, mais elle se convertit au catholicisme et dans un catholicisme qui est quand même assez étonnant. Parce que, en même temps, elle a des problèmes avec sa hiérarchie parce que elle n'adhère absolument pas à la culture de guerre. Et qu'elle dit, on peut pas imaginer que je ne sais plus combien de millions d'Allemands sont des canailles. Il faut comprendre que, ils souffrent dans les tranchées comme souffrent les Français et qu'il va falloir qu'on soit capable de discuter avec eux. Sans quoi, si on reste sur ces logiques de haine, dès que la guerre sera finie, on peut être sûr que dans 20 ans, il y en aura une nouvelle. Et elle écrit vraiment ça. Donc ça veut dire qu'elle est quand même assez visionnaire et que finalement cette conversion au catholicisme n'est pas une façon de rentrer dans le rang pour elle
intellectuelle, parce qu'on sait que la Première Guerre mondiale a été quand même un moment de retour aux sources catholiques, si on peut dire ça, avec beaucoup de conversions d'intellectuels à ce moment-là. Elle n'est pas du tout dans une conversion patriote ou nationaliste, et elle va finalement être suspendue de ses fonctions à partir de 1916-1917 en raison d'une leçon où elle remet complètement en question le discours du gouvernement sur la figure de l'allemand, et où elle remet complètement en cause, où elle refuse d'adhérer à cette culture de guerre. Et donc elle finira sa carrière toujours comme enseignante, mais en dehors des rangs de l'instruction publique. Ça sera d'ailleurs la seule qui n'aura pas de grade de chevalier de la Légion d'honneur parmi les 4 que j'ai étudiés. Elle finira sa carrière dans l'enseignement libre, notamment dans la formation des futures assistantes sociales, qui est une question qui la taraude avec son mari Édouard Fuster, qui est professeur au Collège de France sur les questions justement prévoyance, assistance et soutien aux classes populaires. Puis la dernière, c'est Albertine Heidenschenk. Alors elle est à cette époque-là directrice de l'école normale de Douai, qui est la plus grande école normale de filles de cette époque, et on est donc en territoire occupé par les Allemands. Donc sa première forme de résistance, c'est d'essayer de maintenir l'école à flot, alors même qu'il y a des réquisitions partout, que les Allemands sont là, y compris contre l'ordre allemand, qui demande de fermer les écoles. Donc elle fait l'école de manière clandestine. Son fils est envoyé au front, meurt au front, et il meurt comme un certain nombre de soldats français, avec l'espoir que ce soit la der des der, et l'espoir que cette guerre tuera la guerre. Et ça va être finalement la promesse de vie d'Albertine Heidenschenk, qui en 1926, donc quand elle finit sa carrière de directrice d'école normale, fonde la Ligue internationale des mères et des éducatrices pour la paix, qui va être une très grande association puisqu'elle réunit presque 100 000 membres dans les années 1930. Albertine Heidenschenk, en tant que présidente, va aller dans beaucoup d'États européens, porter la bonne parole, et notamment en 1931 en Allemagne, où elle prend la parole devant des Allemands, où elle se rend compte, donc où elle les convainc de la nécessité de créer la paix, et où elle se rend compte de l'état de pauvreté du pays, suite notamment à la crise de 29 et suite également aux sanctions de guerre et à l'argent qu'il fallait donner à la France. Et donc elle veut mettre fin. Elle est pas du tout pour continuer de dépouiller l'Allemagne de ses richesses, et elle se rend compte au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler du danger que cela représente, et elle meurt sans avoir le temps de voir l'aube nouvelle, puisqu'elle meurt pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, on arrive déjà à ma dernière question que j'aimerais vous poser, c'est que on a des parcours de femmes qui semblent exceptionnels, qui semblent uniques, mais d'après vous, est-ce qu'on pourrait les généraliser à l'ensemble des enseignantes de l'époque, ou est-ce que ça reste des parcours d'intellectuels? Et donc, voilà, alors c'est une question difficile, évidemment, en tant qu'historienne et en tant qu'historien, mais est-ce qu'on peut généraliser leurs préoccupations éducatives, politiques, féministes à l'ensemble de la profession des enseignantes de cette époque? Effectivement, question très délicate qui m'a beaucoup interrogée d'un point de vue épistémologique pendant ma thèse. Alors, vous l'avez dit, je les qualifie d'intellectuels. Donc, par définition, l'intellectuel, c'est celui qui sort un peu du rang, qui a un parcours un peu exceptionnel, mais c'est aussi souvent celui qui a une voix pour une plus grande catégorie. Donc, je prendrais des pincettes, mais je dirais quand même qu'il y a une forme de généralisation possible, notamment parce que des personnes comme Pauline Kergomar ou Albertine Heidenschenk, qui ont été élus au Conseil supérieur de l'instruction publique, ont été quand même portés par un corps électoral qui a voté en leur faveur. Et en plus, toutes les deux sont quand même assez exemplaires dans leur conception du mandat politique, si on peut dire ça, puisque, par exemple, Pauline Kergomar voit à un moment qu'elle est, qu'elle ne pense pas la même chose que le corps électoral qu'il a porté à ce siège-là, notamment sur la question de l'ouverture des postes d'inspecteurs à des femmes. Et comme elle n'est pas sûre d'être soutenue par son corps électoral, elle démissionne. Et elle se représente aux futures élections en disant, soit vous êtes d'accord avec les positions que je prends et vous votez pour moi, soit vous me désavouez et je n'aurai plus ce siège. Finalement, elle est réélue. Mais on voit ici quand même une conception
presque du mandat impératif ici. Albertine Heidenschenk, qui est élue quelques années plus tard, en 1903 ou 1904, elle a cette même conception de son rôle, et je pense qu'elle est quand même assez représentative d'une masse. C'est-à-dire que par exemple, sur la question de l'égalité des charges ou de l'égalité des salaires, elle fait circuler sa proposition de motion à déposer au Conseil supérieur de l'instruction publique. Elle en discute dans différentes réunions. On lui envoie des lettres pour lui dire non, faudrait changer ça et ça, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet qu'elle propose à l'origine est beaucoup moins radical que celui qu'elle va véritablement déposer au Conseil supérieur de l'instruction publique, parce qu'elle tient compte des remarques qui lui sont faites, et finalement elle obtient satisfaction, donc elle obtient plus que ce qu'elle aurait cru obtenir à l'origine. Tout ça pour dire que par ce système quand même électoral, on voit quelles sont des sortes de voix pour une plus grosse, pour une plus grande catégorie, pour un corps enseignant un peu plus large. Puis la dernière chose qui me permettrait de dire qu'il y a quelques éléments de généralisation possibles, c'est le livre de Jacques-Aimon Azouf, La République des instituteurs, pour le coup, qui a une entrée vraiment d'histoire sociale, qui a été rédigé à partir de 4000 questionnaires remplis par des instituteurs et des institutrices qui, dans les années 70, étaient à la retraite et à la fin de leur vie, mais qui se souvenaient de leurs années de la belle époque. Et les conclusions que tire Jacques-Aimon Azouf à partir quand même de cet échantillon très large de 4000 instituteurs et institutrices sont pas vraiment divergentes des conclusions que je tire moi, notamment sur l'importance de l'affaire Dreyfus dans ses parcours de vie chez les enseignants de cette époque-là. Ben écoutez, Mélanie Fabre, merci beaucoup pour votre présentation et puis vos réponses. On vous conseille donc vivement ce livre sur les hussards de noir, ce livre qui est passionnant. Et puis on attend aussi avec impatience vos futurs travaux qui poursuivent cette direction, si on a bien compris. Merci beaucoup, Mélanie Fabre. Merci.